Laurent Roland Tonneikes, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour. Téléspectateurs, bonjour. Laurent Roland Tonneikes, bienvenue. Merci. Laurent Roland Tonneikes, nous avons bientôt 10 ans. Êtes-vous au courant? Comment je ne peux pas être courant? D'accord. Est-ce que je peux ne pas être courant? Comment comptez-vous nous aider à célébrer cet anniversaire? Je suis un employé de la maison, j'apporterai ma contribution. D'accord. Bon, on va certainement se tourner vers les opérateurs économiques et leur demander de venir nous soutenir, ceux qui aiment ce que nous faisons. Et pas que les opérateurs économiques, mais je justement. dis ceux qui aiment ce que nous faisons, c'est mieux. nous les interpellons s'ils ont quelque chose à mettre dans la balance pour que cette fête des 10 ans soit bien célébrée et réussie. Ils sont les bienvenus. Ben voilà qui est clair. De toute façon, on y revient. On y revient C'est sûr. Dans les prochains jours sur Matin d'Éden et sur l'ensemble de nos programmes sur les deux chaînes, évidemment, Eden TV et Diaspora FM. Laurent Roland Tonneikes, intéressons-nous à l'actualité, telle que vue par les différents quotidiens ce matin. C'est vrai, comme je le disais, la moisson elle est très maigre. La raison peut-être, enfin, le conseil non tenu. C'est vrai que le conseil des ministres n'a pas eu lieu, d'accord, mais aussi il faut comprendre que de plus en plus, il n'y a pas autant d'informations. C'est pratiquement les mêmes choses. Vous savez qu'il y a à peine 4 ou 5 quotidiens réellement à avoir fait une sortie ce matin. Mais on y va, on débat par Matin Libre, ainsi que proposé sur votre fiche Laurent Roland Tonneikes. Et ça, c'est vrai pour le coup. Beaucoup en parlent. Bénin, départ des DG importés, SBEE, port. On ne nous dit pas tout, selon le quotidien. Êtes-vous du même avis? Bon, je suis du même avis parce qu'en fait, quand on a soulevé la question du départ du DGSB2E, c'était un scandale qui a été mis, en tout cas, sur la place publique et on nous a fait, en tout cas, un journal a fait état de ce que il y avait un scandale au niveau de la SP2E et que, compte tenu de cette situation, que le DGSP2E aurait trouvé des subterfuges en fait en griffe à l'époque pour dire qu'il était malade, qu'il allait pour les soins. Et puis après, il est parti, on l'a plus revenu, il n'est plus revenu. Et donc, il a fallu que cette situation arrive et que maintenant qu'il parte et qu'après, on nomme un DG intérimaire, autant de choses qu'on avait eu comme information à l'époque. Maintenant, le DG port aussi, il y a depuis quelques semaines, on entend qu'il y a eu des scandales au port autonome de Cotonou. Quels scandales n'ont jamais été mis sur la place publique et personne pour en parler, même par le porte-parole du gouvernement, pour revenir, pour soit infirmer ou confirmer ce qui semblait être des rumeurs dans une certaine mesure. Et maintenant, quand on est là et qu'on apprend un jour que le DG port aussi s'en va et qu'après on lit quelque part qu'il va à la retraite et qu'après on dit non, qu'il a décidé de partir comme ça, moi je me pose mille et une questions. C'est vrai qu'on nous a importé cette DG en griffe à l'époque pour nous faire comprendre que oui, le Bénin était un désert de compétences et donc cette DG importée allait contribuer à régler ou à éviter ou bien combattre les brèches pour que le fossé entre le désert de compétences et les compétences de ces personnes, qu'on puisse avoir une bonne gestion, une bonne gouvernance au niveau de ces sociétés d'État. Maintenant qu'ils s'en vont, qu'ils sont partis, je dis clairement parce que le DG Port aussi est déjà parti. En tout cas, selon certaines informations, il est déjà parti. Et donc, qu'on ne nous dise pas clairement ce qui s'est passé, mais qu'on se contente de dire que oui, peut-être ils sont à la fin de leur mission, alors qu'ils se susurrent, en tout cas à bien des égards, qu'il y a eu des scandales, il y a des situations. Maintenant que nous avons fait l'expérience de ces DG importés qui certainement ont montré ce dont ils sont capables et que malgré leur présence, on n'a pas pu éviter pour autant des scandales dans des structures spécifiques de ces structures d'État. Il faut maintenant prendre du recul et voir, parce qu'au Bénin, nous avons des têtes pensantes, nous avons des compétences qui peuvent assurer pleinement ces fonctions, notamment, là c'est un DG intérimaire qui est au niveau de la SP2E. Donc, en réalité, j'estime que oui, s'il fait bien le job, en réalité, on devra le confirmer. Au niveau du port autonome de Cotonou, les gens ont géré le port par le passé. On a vu leurs compétences. On a vu des gens qui ont géré le port sans scandale. Je veux pour preuve un exemple simple que je connais, que nous avons côtoyé, vous et moi. Jérôme Dandino a été DG du port autonome de Cotonou. Et sous sa direction, on n'a jamais parlé de scandale quand même. Je ne trahis aucun secret en disant, par exemple, ce monsieur, j'ai été
obligé de lui poser la question une fois par rapport à la gestion de du port, j'ai pu comprendre que, peut-être qu'il me permettra de trahir ce secret. Quand il a pris service, le lendemain, automatiquement, quelqu'un est venu le voir pour un marché à faire et lui a proposé une enveloppe de pratiquement des dizaines de millions pour lui dire qu'il fait. Et il lui a dit clairement, si c'est pour prendre ça, pour faire ça, je ne suis pas là pour ça. Pour le dossier, il a signé simplement et le monsieur allait faire son travail. Parce qu'il a dit, si tu prends l'argent qu'il fait mal le travail, tu répondras aussi. Forcément. Mais puisque c'est lui qui a gagné, tu le laisses faire son travail. Et puis après, s'il y a un problème, il répond seul. Parce qu'il ne pourra pas te citer. La preuve, il y a des scandales au port. Maintenant, on a pu voir des gens qui sont en prison actuellement parce que quand on fait les enquêtes, on se rend compte, on va chez ces personnes, on trouve des ordinateurs dans lesquels il a listé des noms des personnes à qui il a donné de l'argent et ces personnes ont été interpellées, sont en prison. Donc, il y a bien des compétences au Bénin pour diriger une société d'État. Juste parce que peut-être que si on veut tenir compte des courants politiques, des considérations politiques, alors qu'en fait, on nous avait dit qu'on fera confiance à ces Béninois qui font bien leur travail. Aujourd'hui, je pense qu'il faut retourner à ces fondamentaux qu'on s'est donné à l'entame de 2016 pour nous dire que oui, on est venu pour rompre avec les vieilles habitudes. Donc, il y a bien des gens au Bénin qui peuvent diriger sans scandale. Ce n'est pas tous qui sont corrompus, ce n'est pas tous qui font une mauvaise gouvernance. Il y a bien des gens qui peuvent valablement faire ce travail et bien, et mieux même que les compétences importées. Je le dis bien, et mieux. Et mieux. Juste parce que peut-être que tel n'est pas de tel courant politique, n'est pas de tel bord politique, ou bien en griffe, tel ne se laissera pas faire dans un certain nombre de choses, et on estime que, bon, autrement, il vaut mieux peut-être importer des gens qu'il faut importer, à qui on peut faire confiance, ou bien qui n'auront pas le courage d'un certain nombre de choses, dans une certaine mesure, de s'opposer peut-être à l'autorité. En griffe, j'émets des raisons, en fait, je suis en train d'émettre des hypothèses pour dire pourquoi allons-nous continuer. Je crois que, je l'ai dit pour le DG à Nip, j'ai dit, à un moment donné, on n'était pas d'accord pour son arrivée, mais j'ai dit, s'il est arrivé, mettez derrière lui, en tout cas à côté de lui, comme adjoint, un Béninois qui va à son école. Apprendre justement de lui. Et il a un mandat peut-être, une mission de à peine 2 ans à la tête. Il finit en 2 ans, l'autre a la main et il reprend automatiquement. Ça, si on fait comme ça, on est d'accord. Mais si on doit nous dire que oui, on n'a pas trouvé de compétences, autre mesure, Pascal Yamonida, à un moment donné, a dû faire, en tout cas, ce service quelque part pour apprendre. Pour qu'on l'appelle expert aujourd'hui, c'est parce qu'il est allé apprendre aussi quelque part. Donc, donnons la chance aux Béninois de rester sous ces personnes-là, d'apprendre aussi ce qui est bon, parce que c'est des êtres humains aussi, qui peuvent faire des erreurs, mais d'apprendre ce qui est bien, pour mener à bien leur mission. Donc, c'est autant de choses sur lesquelles on peut demander à la rupture de revoir sa posture. Ce n'est pas méchant de le leur demander. Ce qu'on leur demande, parce que, j'insiste une fois encore là-dessus, en 2016, 26, pardon, une seule personne se rendra compte au peuple béninois. C'est Patrice Talon. Ce n'est pas son entourage. Boniaï a fait tout ce qu'il voulait en nommant les ministres du jour au lendemain. 3 mois après, 1 mois après, il a fait tout ce qu'il a fait, en pensant qu'il croyait si bien faire. Malheureusement pour lui, à la fin, on n'a pas vu au premier plan les ministres. On a commencé par citer son nom. C'est lui qui a été le plus mauvais. Et les mêmes ministres qui l'ont servi n'ont pas eu de gêne à changer de veste automatiquement, à se métamorphoser pour se retrouver avec Patrice Talon, pour être les plus fidèles des fidèles de Patrice Talon. Donc, dans une certaine mesure, Patrice Talon aussi devra comprendre que, quelle qu'en soit la capacité qu'il a aujourd'hui à maîtriser ses acteurs politiques, il peut arriver que des gens le lâchent à un moment donné et qu'il se retrouve seul à répondre devant le peuple béninois. Alors, mais qu'est-ce qui, selon vous, Laurent Roland Tononiquet, justifie justement ces départs de cette DG importée, comme le dit Matin Libre, parce que la question reste posée tout de même. Oui, mais pourrait justifier j'ai bien dit que on a commencé par la SPDG, on a commencé par un scandale. Après, on a dit, le même journal est venu démentir pour dire qu'il n'y a pas de scandale. Le porte-parole a dit que lui n'était pas informé qu'il y a un scandale. Et donc, finalement, c'est un peu comme on dit, c'est devenu pitié, on n'a plus rien entendu, il n'y a plus de suite. Après, on a parlé de raison de santé. Raison de santé, et puis après on dit qu'il est parti pour faire ce soir, il va revenir. Et finalement, il n'est plus revenu. Et on a nommé quelqu'un d'autre à sa place. Et donc, pareil pour ce monsieur, Joris, le DG Port,
en réalité, on dit qu'il va à la retraite. Après, on attend dans les coulisses qu'il y a d'autres situations qui ont fait qu'il a décidé de partir. Autant de choses. On ne nous donne pas davantage les informations et parfois quand les journalistes tentent d'aller voir. Voilà, le peuple a besoin d'être informé. Et les journalistes, le mal, c'est plus. Le mal, c'est que parfois quand les journalistes veulent comprendre, on estime qu'ils en font trop. Et donc, finalement, il n'y a personne. Écoutez, vous allez au port aujourd'hui pour demander une information au port. Vous allez dans une société technique pour demander une information. Première chose, on vous dit d'écrire, d'adresser une lettre au DG Port. D'accord? Voilà le DG. Vous voulez peut-être avoir des informations sur le DG, son départ, tout ça. On vous dit d'adresser. On sait qu'il n'est pas là. Mais on vous dit qu'il n'y a pas encore un DG. On vous dit d'adresser une lettre au DG. Vous envoyez, c'est peut-être le DG adjoint ou bien quelqu'un, un responsable, qui vous répond pour vous dire, bon, écoutez, non, il faut écrire une lettre d'abord adressée au ministre de tutelle. On sait comment ça se passe depuis un moment. C'est-à-dire que vous allez voir un directeur, il vous dit non, d'écrire à son directeur d'abord, à son autorité, de tutelle. Voilà, de tutelle, et que c'est l'autorité qui doit donner l'autorisation. Finalement, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Donc, on ne se contente que de ce qu'on donne comme information. Et parfois, les mêmes viendront dire que des gens qui donnent des informations sont en quête de sensation. Ce n'est pas en quête de sensation. C'est parce que en réalité, ils n'ont pas l'information. Et le déficit d'information peut amener des gens à créer l'information. Je ne dis pas que je suis dans cette posture. Mais toutes ces personnes-là qui arrivent à créer des informations. Et la preuve, le drame, c'est qu'au Bénin, on a constaté que les rumeurs finissent... tout simplement les rumeurs. Oui, mais les rumeurs finissent toujours par... Les rumeurs, quand même, bizarrement, parce que ceux qui sortent ces informations, parfois, ont des bribes d'informations. Et donc, ils en font leur opinion et mettent ça sur la place publique. Mais malheureusement, la plupart du temps, ces informations arrivent... Ça finit souvent par être confirmées. Malheureusement. Donc, autant mieux aller anticiper et donner l'information aux professionnels des médias, autant mieux composer par ceux-là, composer avec ces personnes-là qui doivent donner l'information pour les aider, plutôt que de continuer à ne pas vouloir donner, à demander d'écrire, de faire ci, de saisir tes outils. Et qu'après, on vienne encore pour peut-être s'acharner sur les journalistes. Après, vous n'êtes pas sans savoir que on ne met pas toutes les informations sur la place Non, je ne dis pas toutes les informations, mais voilà, donc, quand je prends le cas de la SB2E où on a parlé, donc, où le porte-parole dit qu'il n'était pas informé, mais que le journal a dit, et puis après, je suis revenu là-dessus pour dire que ça peut participer de la communication, c'est-à-dire qu'on envoie une information, après on sent que, parce que tellement cette information avait fait mal aux Béninois, tout le monde, il y avait une déception au plan national, les gens ont constaté, quand vous suivez les réactions, automatiquement, il y a peut-être une autre communication pour étouffer, pour faire comprendre qu'il n'y avait aucun problème, parce que ça n'aurait pas non plus aussi la rupture. Évidemment. Voilà. On va poursuivre Laurent Roland Tolinquet, direction Porto Novo, à présent à l'Assemblée nationale. Un budget de plus de 24 milliards de francs CFA pour la gestion 2024, Laurent Roland Tolinquet. Pendant ce temps, le site abandonné, juste à l'entrée, est en train d'être démoli. Oui, je crois que le porte-parole du gouvernement a dit la semaine dernière que ceux qui sont cités dans cette affaire, eux tous répondront. Bon, comme on dit en anglais, wait and see. Toujours est-il que quand on efface la preuve majeure, et qu'après, on va interpeller, alors qu'en réalité, il y a des composantes pour ces chantiers. C'est-à-dire que quand vous prenez, il y a ceux qui ont fait les travaux le bâtiment en entier, il y a ceux qui doivent faire, comment vous appelez, les portes, il y a ceux qui doivent faire les canalisations, c'est la même chose, il y a ceux qui doivent faire la climatisation. Mais quand vous détruisez tout et qu'après, bon, c'est vrai qu'on me dira qu'il y a un rapport qui existe, un rapport qui existe, mais le problème c'est votre rapport contre l'autre qui va prendre un avocat pour le défendre, pour dire pourquoi vous n'avez pas laissé le bâtiment pour qu'on voit clair. Non, nous sommes sur le terrain juridique et tous les moyens sont bons pour chacun de se défendre. Vous avez tout rasé. Le gars viendra vous dire que lui, il a fait la canalisation de la climatisation déjà. Et que quand vous avez cassé là, c'est parce que vous avez cassé, vous avez tout détruit et qu'on ne voit plus. Et son avocat va le défendre. C'est-à-dire que ce bâtiment on aurait pu laisser sur le bâtiment d'abord, finir d'interpeller ceux qui doivent être interpellés, qui répondent de leurs actes d'abord, pour qu'on les confonde face à la réalité avant de détruire ça. Maintenant, quand on détruit et qu'on nous dit que les gens seront interpellés, et que depuis 2016 que le gouvernement est là, on attend impatiemment, ça fait 7 ans quand même qu'on attend impatiemment, qu'on ait un aboutissement heureux pour ce dossier, on ne l'a pas. Et
c'est pareil pour Maria Greta 2. Ceux qui ont géré ce projet, cela coule douce sous la rupture et personne n'en parle. Donc, finalement, comme je l'ai dit, on a fini de raser ça. Vivement que prochainement, qu'on n'aille pas raser Maria Greta 1 aussi. On nous dit que ça ne sert à rien. Alors qu'en réalité, on n'a pas à faire aboutir le processus, en tout cas les enquêtes ou en griffe, qu'on ne nous a pas dit clairement ceux qui sont impliqués. Voilà ce qu'ils doivent faire. Donc, je crois qu'il y a un problème. Maintenant, revenons sur le budget. Oui, le fameux budget qui suscite toujours polémique. Oui, parce que les députés du parti, les démocrates, continuent de dire pourquoi voter ce budget en procédure d'urgence. Il y a un problème. C'est à croire qu'on est tellement plus pressé. Et quand l'autre interpelle pour dire pourquoi vous envoyez, le gouvernement transmet un budget, et qu'en fait, on se rend compte que dans le budget, il n'y avait pas, il y avait un budget qui était un budget fictif, voilà, de l'Assemblée nationale. Oui, destiné à l'Assemblée nationale, et que c'est après la saisine d'un des députés de la Cour constitutionnelle par l'un des députés de l'opposition qu'on convoque une plénière et qu'on vote en procédure d'urgence. C'est à croire que... Après, évidemment, il faut nuancer. C'est après qu'on convoque, ce qui ne veut pas dire que c'est parce qu'il a déposé, enfin qu'il a saisi la Cour qu'on a convoqué. Nuançons quand même. Oui, bon, voilà. je nuance et... Nuançons oui, quand même, voilà. Nuançons, c'est important. Si vous voulez que je la nuance est importante. Bon, de toute façon, ce qui est sûr, c'est quand l'autre a saisi, oui, et puis après on a vu à la plénière, on a dit procédure d'urgence, en procédure d'urgence de budget. C'était sûrement en préparation. On l'a fait. Supposons. Voilà. On l'a fait, mais je me dis aujourd'hui, en l'état, quand on regarde et quand on fait la somme de tout ce qui se passe. Je crois qu'un député, Abibou Koubou, a parlé sur Fraternité FM et disait que oui, on a comme l'impression que les députés de la mouvance ont comme l'impression qu'ils sont encore dans l'ancienne posture de la 8e législature et une assemblée monocolore, des députés acquis à la cause du pouvoir et donc finalement se pensent toujours que, ils peuvent continuer à faire la même chose. Et c'est ce que je disais. Peut-être que sous la 8e législature, des faux pas comme ça ont été faits, mais aucun député, puisque tous acquis à la cause de Patrice Talon et de son gouvernement, aucun n'avait le courage d'interpeller pour dire voilà ce que dit le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et peut-être cette erreur a été faite parce qu'à un moment donné, il y a eu un précédent. On a commencé par prendre ça comme une norme dans certaines mesures. Et ça trahit toujours. Et c'est peut-être dans ça que nous évidemment, là, on est dans des supputations. On ne sait pas ce qu'il en est concrètement. Laurent Roland Tourniquet, parlant de notre fait d'actualité, aujourd'hui, nous sommes le 5 octobre, c'est la journée mondiale de l'enseignant. Et justement, en parlant d'enseignement, le quotidien L'événement du jour titre ce matin, supposée introduction de l'homosexualité dans le programme de SVT. Le ministère de l'enseignement secondaire établit la vérité. Je vous passe du titre du Béninois libéré à ce sujet, parce que bon, voilà, là c'est un autre niveau. T'as quoi avec ces mots? Bon, en fait, c'est qualificatif. Non, je crois que j'ai lu une réaction du CSG devant nous. Oui, c'est après la réaction du... Non, avant. Avant, d'accord, oui. C'est lui, en fait, c'est lui qui a... Le débat est parti de lui. Et j'ai lu des réactions sur le sujet. J'ai lu, j'ai pas pu lire concrètement, j'ai lu le message du ministre, mais j'ai commencé à lire le jour là, je crois que c'est avant-hier ou hier. Et puis après, j'ai oublié ça. Hier. Mais ce que je voulais savoir, je voulais dire simplement, c'est quoi? Nous avons des valeurs. Et ces valeurs, nous devons faire tout pour les préserver. On ne doit pas, au nom de la collaboration avec un partenaire technique et financier, accepter tout ce qui vient de ces pays. Oui, alors je ne vous coupe pas, mais je précise que dans les clarifications données justement par le ministère, on se rend bien compte que il ne s'agit pas de promotion de l'homosexualité, il s'agit justement de mettre la lumière sur un fait et de préciser. Alors, je n'ai pas pris connaissance du document dont il s'agit, mais quand on suit les clarifications, laissez-moi finir, c'est qu'il s'agit donc de mettre la lumière et de justement faire savoir que cela ne répond pas à nos valeurs dans la société béninoise, dans la société africaine. C'est ça les clarifications données par le ministère par rapport à ce sujet, qui a donc choisi de parler d'un phénomène plutôt que de se taire, de faire comme si cela n'existait pas. De toute façon, je propose. Moi, dans la journée d'aujourd'hui, je vais chercher les documents. Voilà.
on reviendra sur ce plateau. Oui, on ramènera le thème en nature décalée. Les gens parleront de ça. Non. Mais en fait, attendez, non, si vous voulez bien, mais si vous pouvez pas avec moi. Vous pouvez ne pas vouloir. Vous ferez avec Maury peut-être. De toute façon, pas avec moi. Non, je sais que lui-même ne voudra pas. D'accord. Parce que, mais de toute façon, moi je vais faire mes enquêtes. Alors, je vais prendre le document. Malheureusement, je n'ai pas le document sous la main. D'ailleurs, dans les clarifications, je ne sais pas si c'est le ministre ou il y a une commission en tout cas qui fait ce travail et qui s'étonnait d'ailleurs de ce que le SG Dovonou justement, qui fait partie quand même d'un comité qui a travaillé sur le même projet, puisse tenir ce genre de discours. C'est à croire qu'il n'a jamais pris réellement connaissance du contenu du document. Vous savez, les observations de chaque individu, en tout cas, chaque individu fait des observations et tire les conclusions d'une situation. Ça dépend évidemment du prisme sous lequel on... Voilà, maintenant, vous savez, quand on dit qu'il faut évoquer un sujet, plutôt que de ne pas en parler. Oui, de faire comme si ça n'existait pas. Il faut mieux en parler et de préciser que cela ne répond pas aux valeurs. Moi, je n'ai pas encore dit, en tout cas, quand j'ai commencé à parler, je n'ai pas encore dit que c'est validé au niveau du programme scolaire, qu'ils vont parler d'homosexualité. Je parle d'un principe. Il ne faudrait pas que, au nom de la collaboration avec un partenaire technique financier, qu'on fasse l'erreur d'accepter certaines choses qui sont des comptes-valeurs de notre société. Je suis parti de là. Et je vous rassure donc que les clarifications du ministère... Non, vous et moi, nous sommes ici pour opiner. Les vrais acteurs sont là-bas. Bien sûr. Ils peuvent être en train de nous dire autre chose, et sachant très bien qu'ils veulent atteindre un objectif. Vous pensez que nous sommes sur un terrain... Vous pensez aussi comme le Béninois libéré que... Non, vous savez, le Béninois libéré a son opinion. Moi, Laurent Tengue, j'ai mon opinion sur le sujet. Mais je dis une chose, nous sommes sur un terrain, une fois encore, je vous précise, politique. Bien sûr, bien sûr. On dira que c'est un terrain éducatif, mais en même temps, c'est toujours politique parce que quand les partenaires s'invitent dans un débat, c'est que, sachez que c'est hautement politique. Et donc, on peut vouloir atteindre un objectif, mais on nous dit ici, là, maintenant, que ce n'est pas l'objectif qu'on veut atteindre. Et on nous tourne, et paf, un matin, on se réveille, on se rend compte qu'on est de plein pied dedans. Donc, nos cerveaux sont pris pour de la boue de craie. Non, le mien n'est pas pris pour la boue de craie. Le mien n'est pas pris pour la boue de craie, pardon. Parce que je suis assez... j'ai les yeux assez ouverts pour comprendre ces choses. Il y a des choses que je n'évoquerai pas sur un plateau de télévision. Et vous et moi, vous savez très bien, ils le savent très bien que je ne prendrai pas le risque d'évoquer un certain nombre de choses. Mais en son temps, chacun fera son opinion de l'évolution de la situation. Ce dont il est question, c'est que si entre-temps, il y avait un plan comme ça qui est prévu, qu'il fasse l'effort de nous en épargner, parce que nous ne sommes pas encore prêts pour ça. Et d'ailleurs, même il y a un journal qui a parlé de, comment vous appelez, homosexualité et polygamie vue d'Afrique. C'est le Béninois libéré, justement, voilà, à travers la tribune de Rick Tiakwe. Parce que de plus en plus, il n'y a pas de disposition qui empêche quelqu'un d'être homosexuel au Bénin aujourd'hui. D'accord. Mais de la même manière, on voit des gens qui n'ont pas de gêne à s'exposer, à se mettre sur les réseaux sociaux pour dire ils sont ci, ils sont transgenres, ils sont certaines choses. On me parlera d'égalité. Parce que ce n'est pas interdit. On parlera d'égalité, mais en réalité, attention, c'est un risque pour nos enfants. Parce que les enfants prennent ça. Vous savez, malheureusement, les enfants ont tendance à copier ce qui est mauvais d'abord. Quand vous voyez un homme qui s'appelle Henri, qui s'habille comme femme, qui dit des bêtises à longueur de journée sur les réseaux sociaux, qui s'habille comme une femme et qui s'appelle Chocolat, tout je ne sais quoi, et personne n'en parle, et qui dit même que... Que voulez-vous qu'on lui dise? Ah non. Si ce n'est pas interdit par la loi. Vous voyez, non. À quel moment est-ce interdit par la loi vous dites bien qu'un homme puisse s'habiller de la manière dont il le souhaite? Vous dites bien que ce n'est pas interdit par la loi. Hier, j'étais dans Calavi et c'est pas possible. J'ai vu un jeune homme mais qui avait des pelles au bras et même qui a mis des boucles d'oreilles. Il n'a pas mis ça ici, c'est ici. Et puis après, il marchait comme une femme. Et j'ai fini par... Vous savez, j'ai vu qu'il a quelques quelques bribes de sein sur sa poitrine. Certainement, il a commencé à prendre les hormones aussi, comme d'autres femmes. Je l'ai regardé. Sauf que oui, il y en a qui naissent avec aussi, il faut le savoir. Oui, mais je le regardais. Donc on ne sait pas. Je regardais, il ne sait pas possible. Donc quand il continuait, les gens la regardaient, souriaient seulement. Il dit, mais c'est pas possible. Mais bon,
Écoutez, les gens diront, ceux qui parlent de droits humains viendront nous dire... Bien sûr, il ne faut pas tomber dans de l'homophobie. Non, ce n'est pas l'homophobie. Oui, il faut faire attention. Il faut faire Je attention. ne dis pas de les tuer, voilà, parce mais que... il faut quand même décoyer ça. Ailleurs, on leur fait mal. Je ne leur demande pas de les tuer, mais il faut en fait faire en sorte que... On ne leur fera aucun mal, puisque cela n'est pas interdit par la loi. Et que chaque être humain est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. À partir du moment où cela n'entrave pas la liberté et les droits d'autrui. On s'entend là-dessus. Donc, Laurent est libre demain de s'habiller voilà, comme Carole. Ça n'arrive. De s'habiller comme Carole, de s'habiller comme Grâce, par exemple. Rassurez-vous. Et voilà, de déambuler. On doit pouvoir être libre de le faire. J'ai eu les plus belles propositions en la matière sur ça. Et j'ai renoncé, j'ai toujours refusé. Et ceux qui m'ont côtoyé savent que j'ai eu des gens qui sont en plein dedans et qui m'ont fait les plus meilleures propositions. Peut-être que si j'avais accepté, je ne serais peut-être pas encore sur un plateau de télévision à Eden TV. Je serais peut-être, oui, mais moi j'ai des convictions. Et je pense que dans une certaine mesure, nous avons des valeurs. Ceux qui nous disent qu'il faut limiter les naissances en Afrique et qui font l'effort de vouloir promouvoir l'homosexualité chez nous, c'est à eux qu'il faut s'attaquer. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'on fait beaucoup d'enfants et ce qu'on trouve comme solution, c'est qu'on propose l'homosexualité dans tout son sens. Et je pense que c'est la menace, c'est ce qui nous guette. Avez-vous les preuves de ce que vous dites? Et de toute façon, est-ce que cela ne permettra pas justement de limiter les naissances? Pourquoi vous voulez prendre une épouse plutôt que de devenir homosexuel? Vous imaginez que Ahmed épouse un homme, ils n'auront pas d'enfants, enfin, à moins d'aller faire de la fécondation in vitro. Et là encore, il faut faire appel à une femme pour le faire. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça limite ses naissances. Après, je ne dis pas que c'est ce qui se passe. Hein. Non, mais c'est parce que je ne dis pas que c'est ce qui se passe. Je veux bien croire que vous pouvez accepter cette proposition-là plutôt que d'aller faire des enfants. Vous vous mettez avec un homme. Nous en reparlerons en temps opportun. De toute façon, il y a votre épouse qui vous suit. Elle vous suit. On va poursuivre, Laurent. On va poursuivre, Laurent Roland Tononiquès. Politique, justement, on en parle à nouveau avec la Sénat notamment. Vous le savez, Laurent Roland Tononiquès qui propose donc des journées des portes ouvertes. Jour 2, nous informe Dabarou. Saka Lafia dévoile son institution aux professionnels des médias. Laurent Roland Tononiquès. Ouais. Bon. Dévoile son institution aux professionnels des médias, je veux bien comprendre. Il s'agit de se rapprocher des différents acteurs avec lesquels, justement, on va dire quoi, l'institution collabore. Oui, ce que je recommande, c'est bien de se rapprocher des professionnels des médias, de parler de son institution. Mais l'autre chose, c'est que l'institution fasse bien son travail. Bien sûr, les travaux ont démarré. Je pense que la semaine passée, on en parlait encore au niveau de la Sénat. On se prépare déjà activement. Ce n'est pas aller voir les journalistes ou bien aller faire des trucs le problème. Le problème, c'est de bien faire son travail et que quand il y a élection, qu'on donne les bons chiffres issus des urnes. J'en ai fini. Et la Sénat qui ne fait pas que ça, justement, la Sénat qui fait bien son travail, puisque Dabarou nous informe aussi qu'après le contrôle donc de l'institution, 3 partis sur 13 sont en règle vis-à-vis de la loi. Oui. Pour ce qui est donc des différentes, on va dire quoi, représentations au niveau... Oui, quand on prend l'achat des partis, quand on prend l'achat des partis politiques, la loi fait obligation aux partis d'avoir un siège national et d'avoir des sièges départementaux et d'avoir des organes fonctionnels, lesquels organes font défaut pour plusieurs formations politiques et plusieurs formations qui n'ont pas de siège à proprement parler. Qui vous souviennent que avant 2016, avant la réforme bien évidemment, c'est que il y avait les présidents des partis qui avaient le bureau de leur parti. Dans la voiture. Dans leur sac. Voiture, c'est même mieux. Il faut qu'ils aient dans leur sac. Une voiture d'abord. Oui, dans leur sac. Et puis après, tout se résumait au président ou à la présidente du parti. Mais la loi fait obligation aux partis maintenant de fonctionner autrement. Mais malheureusement, on constate que des formations politiques ont du mal à rentrer dans les rangs et à satisfaire à ces obligations. Il va falloir que chaque formation politique travaille ardemment à remplir ces conditions. Parce qu'on dit qu'il faut 15 membres par commune. Donc, quand vous avez la possibilité d'avoir 15 membres par commune, les 15 membres par commune que vous avez doivent pouvoir être en mesure de cotiser pour payer. Parce que quand vous prenez
un département comme l'Atlantique, c'est 8 communes. D'accord? Les 8 communes, c'est 15 personnes par commune fois 8. Quand même, ça fait 120. Oui, 120. 8 fois 5, 40 et 8 fois 10, ça fait 80, 120 personnes. Les 120 personnes peuvent cotiser et louer tout au moins un bureau au niveau du département et faire fonctionner ce département. Si chacun d'eux devait donner quand même 1000 francs, ça fait 120 000 francs quand même. On peut louer un bureau de 25 000 francs et payer un secrétaire à 65 000, laisser le reste dans la caisse là pour les imprévus, l'électricité et les autres charges. Et également, il ne faut plus attendre les responsables de parti pour financer les partis. Il ne faut pas attendre nécessairement le financement public pour faire fonctionner son parti. Le financement public, on plaide pour que toutes les formations politiques régulièrement constituées puissent bénéficier de ce financement public. Mais avant, il faut que les formations politiques aussi montrent l'exemple, en tout cas montrent ce dont ils sont capables, ce dont elles sont capables, pardon. Donc, c'est très important de le faire. Autrement, c'est que, bon, certains partis seront obligés de mettre la clé sous paillasson. C'est vrai que ça va être la joie de Patrice Talon qui, oui, dès l'entame de la réforme, est clair, en tout cas dans sa vision, c'est qu'on n'ait pas plus de 10 partis, en tout cas qu'on n'ait pas même environ 10 partis. Si ça ne tenait qu'à lui, c'est peut-être 4, 5 ou 6 formations politiques. Maintenant, nous en sommes aujourd'hui à 17 pratiquement qui sont constitués. Mais lesquels partis, soit le président de tel parti est à l'extérieur, et puis quelques militants sont à Cotonou, après, il faut une conférence de presse au champ d'oiseau pour dire que voilà, il se prononce sur la situation nationale, ils n'ont pas de siège. En réalité, on doit commencer par interdire toute activité d'une fonction politique doit avoir lieu au siège de cette fonction politique. En fait, conférence de presse ou point de presse, pour qu'on sache qui est qui. Après, il faut voir si ces sièges, justement, ont les commodités qu'il faut pour accueillir une conférence de presse. Oui, justement, c'est pourquoi je dis que quand vous créez la fonction politique, vous devez vous donner les moyens. Si vous n'avez pas les moyens de faire fonctionner aujourd'hui, je crois que oui, il faut essayer de voir dans une certaine mesure. C'est en cela peut-être que la réforme demandée par le parti Moed Bénin vient bien à propos. Oui, c'est pourquoi il parle, oui, financement, une 60%, voilà, destiné à toutes les fonctions politiques, 40% à ceux qui ont levé des élus. Après, justement, sur l'observation faite par la Sénat quant à ces partis donc, qui ne disposent pas de représentation sur toute l'étendue du territoire national, quelle est la suite à donner à cela? Est-ce qu'au niveau de la loi, justement, il est prévu, par exemple, des sanctions ou, Oui, il est prévu des sanctions, normalement, des formations politiques qui, par exemple, n'ont pas de bureau au plan national, bureau siège national, et qui n'ont pas de bureau au niveau des départements. C'est parti, en réalité, qui doivent être dissous. Non, non, des partis qui sont dissous. OK, formation dissoute. OK, formation politique dissoute. D'accord, OK. Donc, oui, c'est ce qui doit arriver parce que c'est bien clair. Et maintenant aussi, la loi aussi faisait obligation à ce que des fonctions qui sont à l'élection 2 fois, normalement, qui n'ont pas d'élu, normalement, devraient se retrouver en difficulté, un certain nombre de choses. Mais je veux bien croire que la sanction, cette sanction ne sera pas appliquée. Maintenant, peut-être qu'on leur accordera encore une chance, un moratoire, pour se conformer à la loi. Autrement, après, la Sénat prendra ses responsabilités. Toujours est-il que c'est à eux de se prendre au sérieux, de faire attention pour ne pas tomber dans le piège de la dissolution pure et simple de la formation politique. Allez, Laurent, retour sur un sujet que j'ai évoqué très rapidement tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des enseignants. Quel est le regard que vous portez de manière générale sur les enseignants au Bénin, sur l'enseignement de manière générale au Bénin? Je voudrais tout d'abord rendre hommage à tous ces enseignants qui font bien leur travail. Je rends hommage à tous ces enseignants qui m'ont formé. Je passe par Madame Dame Kakoshiji qui m'a gardé aussi, qui a été de tout soutien pour moi. Je n'oublie pas mon professeur d'anglais en 6e de Sakomlan, qui m'a payé la scolarité en 6e pendant qu'on m'a renvoyé en plein devoir parce que je n'avais personne pour me payer la scolarité. Et c'est lui qui a payé la scolarité pour qu'il puisse continuer les cours. Je n'oublie pas mon professeur français de la 3e et de la seconde, Madame Tobeno Hélène, qui est à Clavier, qui m'a payé aussi la scolarité en seconde. Et donc, ces enseignants, je les ai eu. C'est chanceux, le Laurent. Mais je suis chanceux parce que Dieu a voulu peut-être que, oui, malgré l'abandon à un moment donné de certaines personnes, Dieu a envoyé des gens sur mon chemin pour m'aider. Je rends hommage à tous ces enseignants. Il y a des gens que j'oublierai, j'ai peut-être oublié, mais je voulais aussi rendre
hommage à ce professeur d'histoire géo qui m'a gardé au secondaire et qui m'a dit, D'accord. au secondaire, qui me disait, après le bac, je vais t'envoyer au Sénégal faire le journalisme. Wow. En fait, c'est lui qui m'a fait comprendre que je pouvais faire le journalisme. D'accord. Et malheureusement, à l'époque, il fallait trouver un parent qui peut supporter mes dépenses courantes au Sénégal. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne Donc, pour le faire. étant obligé de m'inscrire à l'URC, j'ai dû faire Radio Univers. Donc, D'accord. lui, il m'a ouvert les yeux. Aujourd'hui, je suis journaliste. Et même si je ne suis pas le plus compétent des journalistes, les encouragements que je reçois, ça me motive à faire davantage. Vous faites quand même partie des plus compétents. Bon, Voilà. peut-être. Dieu aidant. Donc, au moins, je rends hommage à ce professeur qui m'a ouvert les yeux. Je voudrais rendre hommage à tous ces enseignants que j'oublierai peut-être de citer. Et mon professeur d'anglais qui est actuellement en troisième, Charles Roumanou, qui est actuellement à Illinois, à Chicago, aux États-Unis, qui m'a appris à jouer au Scrabble, qui m'a montré le chemin aussi, qui avait même voulu me faire voyager. J'avais refusé, il s'est fâché jusqu'aujourd'hui. Il est fâché, il ne me répond plus pour autant parce qu'il avait voulu que je voyage et moi, je n'avais pas voulu et ça l'a tellement énervé. Je lui rends hommage aussi. Maintenant, rendre hommage à tous les enseignants du Bénin, ceux qui vous encadrent aussi. Bien sûr, dire l'enseignant... Ils sont très nombreux. Moi, je ne m'amuserai pas à citer des noms parce que je fais des jaloux. Donc, oui, non, voilà. Moi, je ne sais pas, je dis tous les enseignants. Je ne suis pas prêt à faire des jaloux. J'ai cité quelques-uns au moins qui ont été... Qui vous ont marqué quand même. Oui, voilà. qui m'ont beaucoup marqué. N'eût été ces personnes, en seconde, plus en fallait, j'allais laisser les cours. Si ce n'est pas un professeur français qui avait payé la scolarité, peut-être que j'allais laisser les cours. Peut-être seriez-vous déjà devenu cybercriminel. Bon, non, c'est bon. Faites pas attention. C'est pas mon genre. Même si je n'avais pas continué les cours, ce n'est pas mon genre. Bref, donc pour dire, oui, ces enseignants qui font bien leur travail, qui se penchent sur l'avenir des enfants, je parle de l'université également. Je connais au moins Dodi Amozovi qui a été un bon enseignant, Florentin Agbay en sociologie. Ces enseignants, il faut les célébrer. Il faut leur rendre hommage. Et ce qu'on fait aujourd'hui de l'enseignant, c'est vrai qu'on dira qu'ils sont traités, bien traités, mais quand les enseignants doivent en arriver à demander ce qui est de leur droit, je pense qu'il n'y a pas d'honneur pour l'enseignant. Il faut qu'on revoie notre posture, nos postures, différentes postures, j'allais dire, pour dire comment est-ce que nous célébrons l'enseignant, comment est-ce que nous traitons les enseignants. Faisons en sorte que les enseignants ne soient pas les plus malheureux de notre pays. Faisons en sorte que, parce que l'enseignant heureux dans son travail formera des citoyens de demain heureux. L'enseignant malheureux formera des citoyens de demain malheureux, aigris. Parce que s'il est aigri, il n'a rien, il se bat et qu'on ne lui donne pas, il vient en colère, il va en tout cas déverser sa colère sur les enfants. Et les enfants seront davantage aigris, très colériques à la limite, et pour rien du tout, seront tout le temps en colère. Donc il faut semer la joie dans le cœur des enseignants, à tous les niveaux, que ce soit les gouvernants hauts, que les députés désormais, pour voter toute loi à l'Assemblée nationale, se penchent sur la situation des enseignants. Ils sont à célébrer et à être bien traités. Si les parents qui débarquent dans les centres, dans les écoles, qui vont crier sur les enseignants, doivent pouvoir, c'est vrai que si l'enseignant exagère à un moment donné, mais c'est-à-dire un parent qui vient crier sur les enseignants dans une école parce qu'on a fait un reproche à son enfant, parce qu'on a saisi le téléphone de son enfant, ces parents doivent pouvoir comprendre qu'en dehors de l'enseignant, dans le contexte béninois, personne n'a encore les moyens en tout cas d'encadrer. Dans d'autres situations, les gens encadrent les enfants à la maison. L'enfant ne va pas à l'école, on encadre jusqu'à un niveau donné, il va à l'examen, tout ça là. Donc, il faut faire en sorte que les enseignants soient mieux traités, célébrés et qu'on leur donne ce dont ils ont besoin. Qu'on n'attende pas la rentrée pour saucissonner les primes aux enseignants. Qu'on n'attende pas la fin de l'année pour finir de payer les subventions qui doivent aider les enseignants à faire tourner les écoles. Laurent Roland Toné, je pense que vos services devraient normalement être demandés, c'est ça, par... Par qui? Par les syndicats. Non, allez, mais moi... évoluons. Non, mais vous vous exprimez comme... Voilà. Non, je suis pas comme un responsable. Comme un responsable. Non, je sais que la dernière fois, j'étais à une réunion, je prenais faire cause pour des personnes, puisqu'on devait payer les cotisations. Je disais, mais écoutez, regardez la situation de tout le monde. Moi, j'ai peut-être les moyens de payer, mais tel n'a pas les moyens. Et puis après, quelqu'un se lève pour dire, mais finalement, est-ce que tu vas jouer le rôle de syndicaliste partout? N'auriez-vous pas finalement raté
votre vocation. Non, Enfin, peut-être que... Il est encore temps. Bon, Il est encore temps. On va créer Confédération syndicale des professionnels des médias du Bénin. Ah d'accord. CSPMB. Ah d'accord. Ouais. D'accord. Ben, on en reparle. Bonne chance à vous. Dossier, on vous dira qu'il n'y a pas de syndicat par ici. Allez, évoluons. Ah oui, je sais qu'il n'y a pas de syndicat. Laurent Roland, le jour où c'est le contrat, c'est la première information. Il n'y a pas de syndicat ici. Écho de nos communes, pour finir peut-être, rechargement des voies dans la commune d'Abomey, qui est la ville, le maire Arrondinou soulage la peine de ses administrés et de préciser que la population très enjoyée remercie Angelo Arrondinou et prie pour lui et pour toute l'équipe municipale. Oui. Je crois que quand il y a action, certainement il y a réaction. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on demandait le reprofilage des voies dans la commune d'Abomey-Clavy. Fort malheureusement, ça a pris du temps. Il a fallu que Claudine Prudencio, président de l'UDBN, descende la demain pour le faire, pour que le maire comprenne que bon, il faut sortir peut-être, parce que s'il ne le fait pas, peut-être qu'elle pourrait lui damer le pion pour les prochaines élections. Je dis n'importe quoi, peut-être. Et donc, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de faire ce lien. On ne peut pas. Bon, oui, bon, je dis n'importe quoi. Parce oui, que oui, ils me diront que oui, comment... Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il en sait? Voilà. Mais on ne peut pas s'empêcher de faire ce lien. Donc, voilà. Du coup, si des gens peuvent se réveiller en griffe de leur sommeil, parce que d'autres ont posé des actes, c'est très important. Ce sera pour le bien des citoyens. Moi, j'ai du mal à circuler avec une voiture dans certaines rues de Cotonou, de Calavi. Vous êtes obligé de prendre votre moto ou bien de prendre Zim. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, écoutez, vous avez une moto à la maison, vous avez une voiture à la maison, mais parfois, quand vous vous rappelez de l'état de la voie, vous êtes obligé. Vous préférez prendre un Zim tranquillement. Et parfois, ceux qui vous voient, qui savent que vous avez une moto, mais vous dites, mais Laurent, c'est quoi? Et ta moto, et ta voiture, c'est tout ça là-dedans? Parce que, et ton avion, et ton hélicoptère, et ton jet. Bon, oui, mais demain, parfois mon hélicoptère. Mais je lui ai dit souvent qu'il y a un embouteillage dans le ciel, c'est pourquoi je n'ai pas pris mon hélicoptère. En parlant d'avion et d'hélicoptère, justement, Laurent Roland, donc, c'est déjà bien que le maire fasse le travail. Je lui rappelle les voies à profiler. Carrefour satellite, Carrefour Haïti, Carrefour Haïti, Carrefour Séminé, Carrefour Séminé, Carrefour Tankpé. Et puis après, Pota, Bakita, Carrefour Séminaire. C'est à Carrefour Séminaire, Djadjo, chez Arès, en allant vers Ouettor. C'est des voies reprofilées pour le bonheur des citoyens. S'il le fait bien, on viendra le célébrer. Déjà, félicitations pour ce qu'il a commencé. Pour ce qui est en cours. Oui. Je parlais d'avions, d'hélicoptères, lutte contre le terrorisme des drones et un avion LSR à l'armée béninoise. Laurent. C'est une bonne nouvelle. Vivement que ce soit des appareils de qualité pour aider véritablement dans la lutte contre le terrorisme. J'en ai fini. Est-ce que vous pensez qu'il y en a qui sont offerts et qui ne sont pas de bonne qualité? Certainement, j'ai dit vivement. Je ne vous fais pas une question en réalité. C'est juste un commentaire. On va poursuivre ma télévision de ce jour.